Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Les finalistes du concours Amazon Digital sont en formation, un renforcement de capacité qui vise à stimuler la créativité et la croissance des entreprises innovantes portées par les femmes. Les silences célébrés dans le littoral, les meilleurs élèves de ce département à la découverte des sites touristiques de Ouidah, une initiative de la direction départementale de l'Atlantique et du littoral. Et puis on parlera aussi des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Bienvenue dans cette édition. Les femmes finalistes du concours Amazon du digital suivent depuis ce jeudi 20 octobre une formation au Palais des Congrès de Cotonou. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère du numérique et de la digitalisation. Cette formation a pour objectif de stimuler la créativité et la croissance des entreprises innovantes portée par les femmes. On fait le point avec Jean Nombimé et Amandine Aliambossou. Une vingtaine de femmes à suivre cette formation dans le cadre du concours Amazon Digital. Ces femmes vont acquérir des compétences pouvant leur permettre de transformer leurs idées en nouvelles entreprises. Les projets, ça relève de solutions dans le domaine du digital en faveur du système socio-économique du Bénin. Ça peut être un projet agricole où parce que vous apportez un peu de technologie, et bien tout de suite ça va moderniser votre environnement socio-économique et donc apporter de la valeur non seulement à votre propre entreprise mais aussi créer des emplois autour de vous. On aide les jeunes femmes à s'exprimer avec des mots concrets qui attirent les investisseurs potentiels. Il y a des questions de leadership, il y a des questions de communication et il y a des questions de structuration de son projet. C'est une initiative à valeur ajoutée qui promeut l'implication de la femme dans le numérique. Ça donne l'opportunité, que ce soit aux jeunes, que ce soit à des femmes matures comme moi, de pouvoir également se challenger et de voir où on en est, parce que c'est toujours bon de se challenger. Donc c'est à louer et c'est une initiative que je pense qu'ils doivent perpétuer. Je propose une application où nous pouvons apprendre facilement les langues, peu importe notre pays, où nous pouvons un peu apprendre nos langues à nos enfants et aussi aux adultes qui sont dans le besoin. S'il est donc vrai que le monde scientifique est très dominé par les hommes, ce concours Amazon Digital ambitionne changer la donne. 35% des entreprises sont détenues seulement par les femmes et 65% sont détenues par les hommes parce que les femmes n'ont pas assez à tout ce qu'il faut pour pouvoir être les entrepreneurs dans le domaine du numérique. Les partenaires vont vous transmettre des formations théoriques et aussi pratiques qui vont vous permettre d'être transformés et de renforcer aussi vos qualités en la matière pour impacter vos communautés. Au terme de cette formation intensive de 2 jours, les 3 meilleurs seront distingués. Les meilleurs élèves de certaines écoles du département du littoral sont allés à la découverte ce mercredi du patrimoine, des splendeurs et des attraits touristiques de la ville de Ouidah. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du département de l'Atlantique et du littoral. Les précisions avec Ulvaïs Balogun et Jean Nombimé. C'est l'homme Kitty fait partie des meilleurs élèves du département du littoral. Elle visite pour la première fois le temple des pitons de Ouidah. J'ai mis un piton. C'était un peu glacé et j'avais un peu peur parce qu'il faisait des mouvements sur mon corps. Comme elle, ces élèves sont les meilleurs au bac, au BEPC et au CEP des départements de l'Atlantique et du littoral. Ils sont ici en visite touristique. D'abord, on est allé à la Maison du Brésil. Après, on est allé à l'Arbre aux Enchères. Après, maintenant, on est présentement au Temple des Pitons. Je pense que c'est une très bonne initiative de récompenser les excellents et je souhaite que ça continue encore très longtemps. Vraiment, ça nous motive
à continuer à travailler, à continuer à être meilleur dans tout ce qu'on fait et à maintenir en haut le flambeau de l'excellence. Cette randonnée touristique est une initiative de la Direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Elle vise à célébrer l'excellence en milieu scolaire et offrir par la même occasion des opportunités de découverte du riche patrimoine culturel et touristique du Bénin. Nous avons initié cette activité, d'abord pour encourager ces élèves, plus précisément pour les motiver, pour leur demander de s'intéresser plus à la culture béninoise et demander aux autres élèves de faire comme eux, de mieux faire pour que les prochaines fois, ça soit les tout. Entre découverte, émerveillement et émotion, ces élèves, après avoir fait le parcours de la route des esclaves, ont terminé leur visite touristique au pied de la porte du non-retour. Cet endroit qui a vu embarquer des millions d'esclaves vers des terres inconnues. On change de registre pour parler des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Parakou et autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Hunkpevi, urbaniste, donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Rendons-nous à présent au Togo où le cancer du sein représente environ un tiers des cancers chez les femmes. Le coût du traitement est élevé et n'est pas entièrement pris en charge par la couverture de santé universelle, ce qui explique une augmentation des décès. Le reportage de France 24. Cette soixantenaire qui réside à Lomé, la capitale du Togo, s'affaiblit de jour en jour en raison d'un cancer au sein, lui provoquant d'intenses douleurs au bras. Une douleur chronique depuis qu'elle ne peut plus poursuivre son traitement après l'ablation d'un sein. Après, on a demandé encore la chimiothérapie. On me dit que c'est 500 000 la séance, alors qu'il nous faut 6 séances. On n'a pas les moyens, on n'a même pas mis le bras dedans pour continuer. C'est l'équivalent de 4 500 €. Cette femme s'est endettée pour financer son opération. Avec un mari également malade, impossible à eux deux de faire face aux charges quotidiennes. Une association lui apporte occasionnellement
des produits de première nécessité. C'est de l'injustice sociale. C'est indescriptible ce qu'elles vivent. Ces femmes, elles vivent un drame. Et souvent, on regarde certaines femmes comme ça jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'elles sont décédées. Au Togo, 20% des malades souffrant du cancer ne peuvent pas terminer leur traitement. Le nouveau système public d'assurance maladie, mis en place l'année dernière, ne couvre pas la totalité des traitements anticancéreux. Même chose du côté des compagnies d'assurance. La femme de cet homme est soignée du cancer du sein depuis septembre dernier. Après l'ablation d'un sein, elle a aujourd'hui sa première séance de chimiothérapie. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, surtout que c'est extrêmement coûteux. Surtout nous n'avons pas une assurance maladie qui puisse nous rembourser ces frais. La société civile, impliquée dans la lutte contre le cancer, plaide pour une subvention de la prise en charge et la mise à disposition de la radiothérapie dans le public. Car aujourd'hui encore, il faut se soigner dans le privé pour bénéficier des machines dernier cri. On est obligé des fois de traiter à des prix sociaux. Or, avec ces prix sociaux, nous tournons réellement à perte. L'OMS estime que les cas de cancer ne cesseront d'augmenter en Afrique subsaharienne en raison de l'insuffisance des ressources consacrées à leur prévention. Au Togo, il n'y a pas encore de budget spécifique pour lutter contre les cancers, alors que presque 70% des malades en meurent. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Une pépite d'or. Le Sénégal produit environ 13 tonnes d'or par an via le circuit industriel. Mais voit s'évaporer l'essentiel des 4 tonnes d'or issues de ces mines artisanales. Selon les estimations, 90% de l'or artisanal exploité au Sénégal partirait vers le Mali via des circuits informels. Un manque à gagner pour Dakar qui cherche à réguler la filière. Le Togo a testé une formule radicale. Il n'impose pas de taxes à l'exportation de l'or, une des mesures qui explique certainement que le pays soit devenu un des principaux exportateurs d'or de la région alors qu'il n'en produit pas. Face aux disparités et aux défis que pose l'orpaillage dans la zone ouest africaine, la CEDEAO planche depuis des mois sur une réglementation du secteur. Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé mercredi qu'il va puiser encore davantage dans les réserves stratégiques de pétrole et a appelé les entreprises américaines à augmenter leur production de brut. C'est sa réponse à la récente remontée du prix de l'essence à la pompe en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. Cela ne va peut-être pas durer, mais les prix du gaz, eux, sont en baisse depuis cet été en Europe. Une baisse liée à de bons stocks et à une demande qui a ralenti. Les prix pour une livraison immédiate de gaz fluctuent désormais entre 100 et 150 euros le mégawatt. Un des premiers facteurs qui explique cette baisse, ce sont les stocks des pays européens. Selon les derniers chiffres, ces stocks sont remplis à plus de 90%, soit plus que l'objectif moyen de 80% fixé pour le 1er novembre. Les relations entre la Chine et l'Europe ne sont pas au beau fixe et pourtant, en l'espace de 2 décennies, la croissance des relations commerciales sino-européennes a été telle qu'aujourd'hui, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'UE. Mais les tensions entre les deux parties sont observées tant sur les fronts commerciaux que diplomatiques. Aujourd'hui, ce qui symbolise le plus le changement dans la relation entre les deux blocs, c'est le sort de l'accord global sur les investissements entre la Chine et l'Union européenne. Cette longue et ambitieuse négociation, essentiellement commerciale, qui est désormais dans la limbe de l'attente d'une ratification. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.